Donc avant tout, avant de vous parler un peu de cette aventure commune, je vais peut-être vous expliquer ce qu'est cette startup. Donc cette startup, elle a un nom, elle s'appelle Plume. Voilà, et Plume, elle a pour vocation de devenir en tout cas spécialiste de trottinettes libre-service. Donc vous devez connaître un peu les vélos libre-service. C'est un peu le pendant de ça, c'est avec une nature de produit qui est différente, qui est la trottinette. Donc voilà, spécialiste dans cette solution. Et finalement, ce que veut vouloir délivrer Plume, en tout cas sa différence, c'est de proposer une alternative ou un complément pour la mobilité du quotidien et fournir une solution complète pour les exploitants des collectivités ou les entreprises. Alors quand je dis exploitants des collectivités, si vous connaissez Vélil ou Vélib, c'est pas la communauté lilloise qui gère ça, c'est un exploitant qui s'appelle Cycléo. Donc voilà, Plume aura pour vocation de pouvoir fournir une solution complète à cet exploitant. Donc Plume ne sera pas exploitant. Et je parle d'entreprise, vous tous décathloniens sur le site de campus ou sur le site de Butine Village ou autre site, la trottinette, vous connaissez. C'est quelque chose que pour beaucoup vous utilisez pour vous déplacer dans les bâtiments. Donc il y a aussi un vrai truc à raconter dans les entreprises pour la mobilité intra-entreprise ou aussi en solution pour les collaborateurs. Parce que c'est des choses aussi qui sont promues et beaucoup d'entreprises veulent accompagner la mobilité de leurs collaborateurs. Donc voilà, c'est aussi une des vertus de Plume, c'est de pouvoir proposer aussi des solutions à des entreprises. Donc voilà, donc j'aime bien cette image parce que c'est vraiment une complémentarité à quelque chose qui existe. Parce que moi, je suis plutôt convaincu que demain, dans le paysage, il n'y aura pas que des vélos, il n'y aura pas que des marcheurs, il n'y aura pas que des transports en commun. Il y aura beaucoup de personnes qui se déplaceront différemment. Et donc, il y aura une cohabitation de différents moyens de locomotion. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la différence de Plume dans cette solution de libre service, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une force qui est d'apporter une solution qui est simple, efficace et surtout 10 fois moins chère. Voilà. Alors je voulais imaginer très rapidement au travers de ce slide, une station, donc ça c'est plutôt quelque chose qui a été prototypé, mais une station avec des trottinettes, donc je vous apprends rien là-dessus, c'est très semblable à ce qui existe sur le vélo. Connecté, qui occupe une place limitée, etc., avec plein de valeurs, on pourra en discuter plus tard. Mais la vraie force, c'est d'être 10 fois moins cher. Est-ce que vous savez combien coûte un vélo libre-service? Le Vélil, par exemple. Vous savez combien ça coûte à la MEL, à la communauté lilloise? Non? 2500 € par vélo par an. Enfin, moi, c'est un chiffre qui m'a fait halluciner. 2500 € par vélo par an. Et dans ce coût, l'amortissement, donc le coût complet du vélo, sa station, etc., ce n'est qu'un tiers de ces 2500 €. Les 2 tiers sont liés à la régulation, donc les personnes qui passent avec leur camion pour réguler une station à une autre, le SAV, parce que c'est des produits qui ont besoin d'être entretenus, parce que c'est un usage qui est très intensif. Un vélo est utilisé par plusieurs personnes tous les jours. Et un point que vous avez certainement vécu récemment, c'est le vandalisme en France, bien plus présent qu'ailleurs. Une société là récemment qui s'appelle Gobi Bike a tenté une nouvelle forme de vélo libre-service, ce qu'on appelle le free floating, donc une solution supplémentaire, mais qui a subi du vandalisme plus fort. Donc eux, le coût a encore augmenté. Donc voilà, donc la différence, c'est de pouvoir apporter cette réponse beaucoup moins chère, qui pour moi fait sens au travers de Plume, c'est de se dire finalement, on est sur des distances qui sont équivalentes au vélo, parce que la distance d'un vélo libre-service est de 1,8 km par trajet, c'est exactement la distance qu'on fait en trottinette. Par contre, en étant moins cher, ça permet d'améliorer un service. Donc pour beaucoup de collectivités, ça permet d'améliorer un service complémentaire au vélo, et finalement en diminuant les coûts d'exploitation. Et quand on diminue les coûts d'exploitation, ça coûte moins cher à la société qui exploite. Du coup, ça coûte moins cher à la collectivité qui sous-traite. Et du coup, ça coûte moins cher dans vos impôts. Voilà. Bon, je fais le raccourci, mais je ne veux pas être très loin de la vérité. Donc voilà. Donc cette valeur, elle est pour moi très forte. Mais il n'y a pas que cette valeur, parce qu'il n'y a pas que la partie prix, c'est qu'un des éléments. Si on fait un petit focus sur le vélo, le vélo a résolu quand même plein de problématiques. Qui sont celles-ci. Déjà, avant le libre service vélo,
bah, quand vous étiez utilisateur de vélo, bah, vélo, au bout d'un moment, faut le stocker, il faut le ranger, il faut le parquer à l'endroit où on va. Donc voilà, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le vol. Beaucoup de personnes se faisaient voler leur vélo, voire une partie du vélo. Pour ceux qui sont utilisateurs, ils ont déjà connu. Hein, parfois, on revient, son vélo, il manque la selle ou il manque des roues. Voilà. Et le troisième problème, c'est la réparation. Et finalement, le libre-service qui a été mis en place il y a quelques années, il y a 10 ans à Paris, à peu près 10 ans, bah, a résolu toutes ces problématiques. Donc ça, c'est un vrai point positif. Ça a permis aussi à beaucoup de gens de se remettre à la pratique. Donc pas initialement pour faire du sport, et c'est là où ça fait sens chez nous, chez Decathlon. Donc c'est bien rendre accessible le sport et mettre les gens à pratiquer, avec toutes les valeurs que ça peut avoir autour de ça. Mais ce libre service a permis aux gens de se déplacer différemment qu'en voiture, de gagner du temps, etc. Mais finalement, de se remettre à pratiquer le sport. Et la finalité un peu plus commerciale, c'est que ça a permis de doper un marché. Parce que le marché du vélo, c'est un marché historique. Et ça a permis de remettre en croissance ce marché du vélo et toute la périphérie du vélo, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de l'accessoirisation et tout ce qui est réparation, entretien. Donc voilà, finalement, quand je fais un bilan, donc je vulgarise beaucoup quand je présente certaines choses, mais quand je fais le bilan du vélo, en tout cas de ce que j'ai pu, de ma connaissance ou en tout cas de mes informations, c'est ce que ça a pu apporter sur le marché du vélo. Donc c'est pas une contrainte de voir apparaître ça dans un paysage, c'est plutôt une force parce que ça peut permettre de doper tout un écosystème. Mais il y a d'autres problématiques qui apparaissent. Pour ceux qui travaillent dans le produit, vous apportez un produit, ça apporte une réponse, mais voilà, il y a des nouveaux problèmes qui peuvent apparaître. Et la problématique du vélo, c'est que c'est lourd, c'est pas transportable, voilà, ça a toutes ces contraintes là-dessus. Ça peut être utilisable que d'un trajet et que sur route ou voie cyclable. Pour les autres solutions qui sont apparues sur le marché, j'aime bien cette image. Pour ceux qui voyagent un peu ou qui ont connu un peu la solution free floating avec Gobi Bike sur l'île, eh ben, on peut voir apparaître ce genre de choses dans le paysage. Là, c'est l'exemple en Chine. Toutes les sociétés de free floating ont créé des poubelles de vélos qui étaient inutilisables. Ils ont du mal à gérer ce genre de situation. Donc voilà, une solution peut apporter aussi des contraintes. Et surtout, je reviens au travers de ces problématiques de transport, de poids, etc. Il y a toujours la notion économique et le coût. Et finalement, Plume, comme je vous le disais initialement, a pour vocation de répondre à ces nouveaux besoins et d'apporter ces solutions de légèreté, de compacité, donc finalement de transportabilité, parce que là, on est sur une solution de ce qu'on appelle, alors je vais peut-être utiliser un mot que vous ne connaissez pas, l'intermodalité. C'est de pouvoir utiliser différents modes de transport tous les jours. Donc en fait, la trottinette s'intègre bien là-dedans, donc c'est quelque chose qui est transportable, qui nécessite moins de maintenance, donc finalement l'ensemble est moins coûteux, et une valeur supplémentaire, c'est que la trottinette est utilisable là où ne l'est pas le vélo, parce qu'elle est assimilée piéton au regard de la loi, donc trottoir. Donc c'est une force supplémentaire. Alors je vous ai un peu expliqué ce qu'était Plume, de façon très synthétique. Alors, si vous voulez, à l'occasion, ceux que ça intéresse, je pourrais échanger davantage là-dessus, parce que je pourrais raconter plein de trucs. Hein. Voilà, ça me passionne et je peux développer l'histoire. Mais finalement, c'est quoi les bénéfices? Et quand je dis les bénéfices, c'est quoi le bénéfice pour Plume? Donc vous l'avez un peu ressenti au travers de ce que je vous ai expliqué. Mais c'est quoi le bénéfice pour Decathlon? Parce que Decathlon accompagne aussi ce projet. Le premier bénéfice, c'est de faire connaître cette pratique à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où c'est le vélo et la marche qui sont plutôt culturels et connus. Donc, grâce au libre service, ça permettra de faire connaître la trottinette comme un moyen de déplacement qui est différent, qui est simple, qui est facile, qui est transportable. Et quand je vous dis ça, ça doit vous faire écho à Mission 80. D'accord? Mission 80, la notion d'ambassadeur, comment faire connaître et mettre les gens au sport sans forcément leur faire acheter un produit, c'est-à-dire les faire venir en magasin. Ils ne connaissent pas, ils veulent pratiquer, ils achètent un produit bleu, donc ils doivent acheter. Finalement, leur produit bleu ne leur convient pas forcément et on en crée des abandonnistes.
Donc, tout l'esprit de la mission 80, c'est comment faire connaître un sport à des gens qui ne connaissent pas, leur donner envie de pratiquer et toutes les vertus que ça peut avoir. Et finalement, le libre service peut rentrer dans ça. C'est-à-dire que ça permettra aussi de faire connaître cette pratique et de développer ce marché et d'apporter une nouvelle solution de sport, enfin en tout cas de déplacement doux au quotidien. Donc ça, c'est la première valeur. La deuxième, c'est la data. Grâce au libre service et à tout le suivi qu'on peut avoir sur les utilisateurs, ça nous permettra demain, nous, d'améliorer nos produits. Pourquoi? Parce que grâce au téléphone, donc aujourd'hui, ça évoque Passe-Passe ou Navigo, vous déverrouillez la trottinette, vous l'utilisez et en fait, cette trottinette est connectée à votre compte. Donc globalement, vous êtes capable de suivre et de mieux connaître l'usage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, comme certains sports, la mobilité urbaine en trottinette ou en vélo ou avec d'autres engins, ce n'est pas un sport fédératif. Donc c'est difficile de connaître l'usage, les attentes, etc. Donc quand on travaille un produit, en fait, on passe par des méthodes différentes. C'est-à-dire que on fait des enquêtes, on interroge les clients, on fait des tables rondes. Voilà, on a tous ces moyens à disposition pour mieux les connaître. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que on est capable d'interroger qu'une petite partie des utilisateurs quand on arrive à les capter. Et deuxièmement, quand on les interroge, finalement, on n'a qu'une réponse qui est incertaine. Alors, je vous donne un exemple. Vous recevez, je vous envoie un email et je vous pose des questions sur, vous êtes pratiquant de trottinette au quotidien et je vous pose des questions sur vos distances. Vous allez me dire, je fais 3 km par jour. Mais est-ce que c'est 3 km? Est-ce que c'est 3,5 ou 2,5? Voilà, première incertitude. Deuxième, je vous pose la question sur le temps pour connaître un peu votre vitesse de déplacement. Vous allez me dire, je vais me mettre une demi-heure, mais peut-être que vous mettez 25 ou 35. Donc, une deuxième incertitude. Et puis, quand on continue à dérouler cette bobine pour mieux connaître l'usage et être un peu plus précis, qui nous sert, nous, à concevoir des produits et bien dimensionner le produit pour correspondre à la pratique, on met quand même pas mal de marge de sécurité parce qu'on a toujours ces incertitudes. Et grâce au libre service et au fait de suivre les utilisateurs, ça permettra d'avoir des données beaucoup plus scientifiques, de bien connaître l'usage avec une population beaucoup plus large, parce que ce seront des utilisateurs du quotidien. Et cette data, voilà, on l'appelle comme ça, la data, permettra de mieux concevoir demain. Et c'est la vraie vertu aussi, c'est demain, grâce à ça, comment on peut mieux apporter des bonnes valeurs et mieux dimensionner nos produits. Et quand je dis mieux dimensionner, c'est surtout dimensionner au plus juste. Et quand je dis dimensionner au plus juste, c'est pas faire de la surqualité. Parce que la surqualité coûte cher. Et finalement, si on fait de la bonne qualité au bon endroit, ça sert le coup. Et nous, chez Decathlon, on aime bien rendre accessible le sport. Si on peut mettre la bonne qualité au bon coût, ça nous permet potentiellement de réduire encore nos prix. Voilà, et ça, c'est une vraie force. Donc voilà, et au travers de cette data, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que comme on n'est pas un sport fédératif dans ce type de pratique, ça nous permet de créer aussi une communauté. Et cette communauté, demain, on peut échanger avec eux, parce qu'elle sera beaucoup plus massive et on pourra les contacter. On pourra faire de la co-conception avec eux. Voilà, c'est toutes ces forces qu'on peut, grâce au libre service et au suivi qu'on peut avoir. Et finalement, quand je résume tout ça, je prends cet exemple, je parle de libre service, d'écomobilité, puis je vous donne l'exemple d'une bagnole et puis d'une Formule 1, donc c'est pas le plus écolo qu'on peut connaître. Mais c'est un exemple qui me parle parce que finalement, pour ceux qui connaissent Renault, ils sont à la fois dans l'hyper sport, donc la Formule 1, et puis en même temps, ils ont un credo aussi qui est faire des voitures au meilleur rapport qualité-prix et tout en étant très fiables. Grâce à la Formule 1 et tout ce qu'ils savent capitaliser en termes de data sur l'usage intensif, donc ils apprennent beaucoup mieux sur les limites de la motorisation, et c'est ce qui leur permet d'alimenter leur savoir-faire, et derrière, de concevoir des moteurs de Clio fiables et pas chers. Encore une fois, je vulgarise, mais c'est bien le cheminement qui est fait chez eux, pour vous faire un parallèle. Donc ça, c'est les deux, ça fait partie des bénéfices que je voulais vous expliquer ce matin. Et là, j'en viens, donc là, je vous ai raconté, j'ai posé un peu le décor sur Plume, ce qu'est Plume, quelles sont ses valeurs, quelle est sa différence, quelle est
le bénéfice et l'intérêt partagé avec Decathlon. Donc voilà. Et ben, débute l'aventure commune. Et quel sera mon rôle de demain? Donc ça, c'est un schéma que vous connaissez bien. C'est quelque chose qui est apparu dans nos schémas humains il y a peu de temps, donc le fameux T de nos métiers. Donc justement, j'ai utilisé pour aujourd'hui. Moi, demain, mon métier sera double. Le premier, je deviens déjà, il faut que je parle au présent, chef de produit sur la trottinette de libre service, parce qu'on travaille un produit adapté pour cet usage intensif. Donc demain, ça sera mon ancrage chez Decathlon pour développer ce produit. Et le deuxième, ça sera comment demain vulgariser toute la donnée au travers de Plume pour permettre les nouveaux projets et accompagner les nouveaux projets chez Oxelo pour voilà, toutes les histoires, hein, meilleure valeur, au bon endroit, pas de surqualité, et qui correspondent aux vrais besoins de nos utilisateurs de demain. Donc ça sera mon ancrage demain chez Decathlon. Et donc avec un temps limité, parce que finalement, je vais devoir partager mon temps. Donc demain, mon contrat chez Decathlon sera plutôt vers un temps partiel. Et ma deuxième partie, donc ma deuxième casquette, ça sera d'être leader sur Plume pour développer cette startup, la faire croître et puis raconter les histoires que je viens de vous raconter. Voilà. Donc demain, mon rôle sera différent. Et là, j'en viens un peu plus à l'aventure humaine. Donc, c'est quoi le début de l'histoire? Et dans le début de l'histoire, voilà, je vous affiche un peu une image de 360. Donc là, j'ai parlé un peu plus sur le plan perso. Et finalement, j'ai commencé à me présenter maintenant. Généralement, on commence au début par se présenter. Moi, je me présente un peu au milieu de la présentation. Ça fait 17 ans que je suis chez Decathlon, avec un parcours qui a commencé en retail, ensuite qui a enchaîné sur les ateliers régionaux où j'ai participé à ce projet à ses débuts. J'ai fait un passage en production avant d'arriver ensuite chez Oxelo à ses débuts il y a bientôt 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans déjà. Donc ça fait 10 ans que je travaille du produit, des offres, etc. Chez Oxelo. Et au travers de ces 17 ans, plus un peu l'expérience que j'avais avant, j'arrive à peu près, je n'ai pas dit, mais je viens de fêter il n'y a pas longtemps mes 43 ans. Donc j'arrive à peu près à la moitié de ma vie professionnelle. Donc ça veut dire que j'ai encore la moitié à faire. Et souvent, à 40 ans, on fait un peu le bilan de ce qu'on a fait. Voilà. Et puis on regarde aussi ce qu'on veut faire demain. Et là, au bout de ces presque 10 ans d'Oxelo, je sentais que je commençais un peu à tourner en rond. Pas que le projet n'était pas passionnant, je continue à vivre des choses extraordinaires chez Oxelo, mais voilà, je me dis, tiens, ça serait peut-être bien que tu vives autre chose que l'aventure Oxelo au bout de presque 10 ans, et qui ait de l'intérêt pour toi, mais aussi qui puisse te permettre d'apporter du sang neuf chez Oxelo, et puis toi de découvrir autre chose. Donc ça, c'est des questions que je me suis posées il y a bientôt 2 ans, donc voilà, j'étais à 8 ans d'Oxelo. Et avec, alors je vais vous le dire comme ça, avec tout l'ego et toute la force de quelqu'un qui a eu plutôt un parcours, j'ai plutôt le sentiment d'avoir une belle vie professionnelle chez Decathlon, et j'ai pas eu trop de perturbations dans mon parcours professionnel. Et avec des vraies victoires, et je me sentais légitime. Voilà, je connaissais mes forces, je connaissais mes faiblesses, mais finalement, j'activais beaucoup mes forces pour masquer un peu ces faiblesses et je les travaillais pas trop. Et en plus, avec ça, avec plutôt des réussites. Donc quand je dis réussite, c'est des réussites partagées, Oxelo, en équipe, etc. Enfin, on a vécu des super trucs. Et ça arrivait au moment de la découpe des marques, et j'ai dit, tiens, j'ai peut-être quelque chose à faire sur une autre marque, voilà, avec la vraie logique qu'on avait par le passé, verticalité, peut-être prendre un galon supplémentaire, prendre quelque chose de plus gros. Enfin voilà, l'histoire, vous la connaissez, on a tous eu à un moment donné un fonctionnement comme ça. Enfin, voilà, moi aussi, et peut-être parmi les premiers. Et donc j'ai postulé, et ça ne s'est pas fait. J'ai eu un refus. J'avais un autre poste qui m'intéressait, ça ne s'est pas fait non plus. Tiens. Et je ne comprenais pas.
Je comprenais pas et je comprenais pas dans le sens où je m'estimais hyper légitime, dans ce que je pouvais apporter et j'ai échangé avec mon patron, donc en plus, c'est un nouveau patron que j'ai eu puisqu'il est arrivé chez Oxello il y a à peu près 1 an et demi. Il m'a dit: «Bah, écoute, c'est pas grave, on a pas mal échangé. Ce que je te propose, c'est plutôt un moment, de ta vie professionnelle et puis, face à une situation que tu as peut-être un peu de mal à interpréter, je te propose de faire ce fameux 360, qui est un processus humain qui permet, bah, voilà, de se faire poser les bonnes questions et qui permet d'interroger un peu, les personnes avec qui vous travaillez ou collaborez». Donc j'ai fait, ce 360 et ce 360, bah, finalement, m'a rien appris sur moi, dans le sens où je me connaissais plutôt bien. Donc c'est plutôt positif, hein. Ça veut dire que j'étais pas trop en décalage, par rapport aux équipes en disant, bah, voilà, je me croyais très bon là-dessus, puis eux me jugent, «Bah non, tu plutôt mauvais». Donc je me connaissais très bien, mais ça a surtout mis en évidence que, finalement, là où je jouais sur mes forces, bah, les équipes me disaient, enfin, va pas plus parce que là, tu es déjà largement au-delà de nos attentes. Par contre, là-dessus, tu as peut-être, oui, j'accélère, oui. Tu as peut-être des trucs à faire parce que nous, finalement, on t'attend maintenant plus là-dessus. Tu as rien à prouver sur le reste, sur tes forces, tu as plutôt à nous apporter là-dessus parce que nous, c'est important pour nous. Ça m'a un peu ébranlé parce que j'ai finalement masqué ces défauts par ces forces et derrière, heu, j'ai eu un deuxième truc qui m'a fait beaucoup de bien sur ce 360, c'est que j'ai eu énormément de reconnaissance et c'est con de vous le dire, mais à un moment donné, je pensais que je pouvais, m'échapper de la reconnaissance. Ma compétence, ma force me suffisait. Bah non, on a tous besoin de reconnaissance. C'est un vrai moteur et ça m'a fait du bien d'entendre cette reconnaissance de la part des équipes parce que voilà, ils avaient fait confiance en moi et juste ça, c'était juste énorme. Et du coup, tout ça m'a un peu ébranlé, donc je vais passer rapidement sur ce processus, mais ça m'a fait beaucoup poser de questions. Ça m'a mis un peu en isolement parce que j'avais besoin de ce temps d'isolement et pour me dire: «Bah, finalement, Fabrice, c'est quoi tes attentes?» Alors je refais le lien entre, 1re, moitié de vie professionnelle et deuxième vie et finalement, quand je regarde derrière, là où je me suis éclaté et quand je regarde devant, mes 20 ans qui restent encore à faire dans ma vie professionnelle, bah, moi, j'ai comme envie de m'éclater encore plus que ce que je me suis éclaté. J'ai pas envie de monter et puis me prendre moins de plaisir et au travers de tout ça, je me suis rendu compte que, bah, finalement, ma vraie force, pardon, c'est pas d'être, leader d'homme. C'est con, hein, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'est pas ma vraie force. C'est pas là-dessus où je suis le plus pertinent. Je l'ai fait, mais voilà, c'est pas ma vraie force et là où je m'éclate, j'ai le sourire, j'ai la banane et cetera, c'est plutôt d'être leader de projet. De construire un peu comme vous le voyez Plume ou toutes les innovations que j'ai pu accompagner. Ma force, elle est là-dessus et il faut pas que je me mente à moi-même là-dessus et en fait, finalement, à un moment donné, je suis revenu et j'ai dit à mon patron: «Ben, tu vois, ce que j'avais envie de faire chez Decathlon demain, bah, finalement, c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas ça qui me parle, c'est pas ça qui résonne en moi. Demain, moi, j'ai envie de raconter des histoires qui me passionnent, de faire naître des projets et puis de fédérer autour de ça. C'est ça que j'ai envie de faire» et donc ça a permis d'avancer là-dessus et ce 360, m'a apporté ça et après derrière, rattaché un peu à cette partie de projet qui est de libre service, heu, parce que la mobilité urbaine, c'est un sujet qui me passionne et c'est un vrai moteur en moins. Se déplacer différemment, bah, c'est une bagnole en moins, c'est de la pollution en moins et du coup, j'avais voulu traiter ce sujet et au départ, j'ai voulu le traiter en interne. Mais il y a eu la transformation de l'entreprise entre-temps, donc attention, quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est très positif, c'est que Decathlon s'est recentré sur ses magasins et ses produits. Et ce type de choses qui sont un peu annexes, bah, voilà, c'est pas dans l'autoroute. Donc oui, mais pas avec Decathlon. Donc finalement, ce projet de libre service, de trottinette de libre service, bah, elle s'est transformée voilà, de quelque chose que je voulais traiter en interne. Bah, finalement, je me dis à 40 ans, tu as peut-être, une histoire belle à raconter à l'extérieur, qui peut servir l'ensemble. Chez Decathlon, on est tous entrepreneurs, hein. On a tous cette vocation parce qu'on a tous eu des responsabilités très tôt. Et moi, je me dis, ben, peut-être qu'avec ma compétence, mon expérience, mon savoir-faire, cette capacité et cette passion à l'idée des projets, et cette légitimité sur cette activité, ben voilà, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de le traiter à l'extérieur et tiens, ben, je vais me lancer.
Donc du coup, voilà, j'ai proposé de le faire à l'extérieur, et puis c'est ce qui me permet de vous raconter cette histoire aujourd'hui, avec toutes les forces, à la fois pour Plume et pour Decathlon, et de développer ça. Donc ça a été validé. Donc Decathlon, et ça c'est une vraie force, et j'en serai toujours très reconnaissant, permet d'avoir ce genre d'histoire et me permet de vous raconter aujourd'hui, et ça c'est juste extraordinaire. Donc voilà. Et cette aventure a commencé. Donc voilà, j'écris ma copie, etc. Je dis tiens, comment je vais le faire? Et du coup, ça me permet de connecter à plein de personnes. Tiens, tu vas devoir créer une startup. C'est quoi de créer une startup? Je sais pas ce que c'est. Moi, j'étais l'habitude d'être biberonné chez Decathlon. Et voilà. Je termine juste par un slide. Et du coup, voilà. Et je passe tout ça parce que c'est tout ça qui fait écho en moi. C'est répondre à ces problématiques démographiques. C'est répondre aussi à cette nouvelle économie du partage. C'est tout ce qui a été mon moteur dans cette startup. Et ça m'a permis de me connecter à cet environnement. Donc c'était finalement des gros obstacles qui n'étaient pas si gros que ça. Et on se rend compte qu'on est capable de les franchir. Et c'est finalement pas si insurmontable. Donc finalement, voilà, j'étais dans l'esprit de créer une startup. Et au bout d'un moment, je dis, faut que j'en parle à ma femme. Quand même. C'est pas anecdotique, c'est quand même une aventure qui est différente. Donc du coup, j'ai parlé de ce projet-là à ma femme. Et je lui ai dit à un moment donné, ben tiens, j'ai plutôt envie de vivre ça en tant que start-upper. Bon, là, c'était sa tête au début. Hein. Elle dit, tu vas créer une entreprise, on va plus gagner d'argent. Comment on va faire pour payer les études de nos enfants? Comment on va faire pour payer la maison? Comment je vais faire pour aller chez Sephora? Non, je vous raconte des conneries, c'est pas ça. Sauf pour Sephora. Elle s'est vraiment posé la question. Donc finalement, non. Elle n'a pas eu cette réaction. Elle a été plutôt surprise, mais elle m'a dit un truc qui résonne fortement en moi, toujours aujourd'hui. Elle m'a dit, si c'est ce qui te fait réveiller le matin avec l'agnac, qui est ton moteur et qui te donne le sourire et qui te fait rentrer avec le sourire à la maison, bah rien que ça, vas-y, fonce. Fonce, parce que si tu le fais pas, tu le regretteras. Et si tu le fais pas et que tu n'auras pas tenté, bah finalement, tu vas peut-être devenir aigri dans ce que tu fais, parce que tu n'auras pas tenté quelque chose, tu n'auras pas pris le risque de franchir ce pas. Et puis, si tu es aigri au boulot toute la journée, ben, le soir, ça ne sera pas non plus sympa chez nous. Donc vas-y, fonce, quoi. C'est ton moteur, fonce, et je te soutiens à fond. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, et c'est vraiment ce qui a résonné en moi. Et tout ça pour conclure, voilà. Si vous avez des idées qui vous trottent dans la tête et que vous avez beaucoup d'hésitation, bah, tentez l'aventure. Finalement, ce que vous avez à perdre, c'est pas grand-chose, parce que vous avez toujours le choix à un moment donné. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que j'ai toujours eu ce choix-là. Donc j'ai osé, et finalement, l'histoire fait que bah, ça se démarre plutôt bien, ça se concrétise. Je sens que ça passionne beaucoup de personnes et que je sens de la force autour de moi, donc je continue à y aller. Et ce qui pouvait paraître étonnant au départ, et c'est pour ça que je prends l'image de Kodak, c'est que bah, quelque chose qui est un peu en rupture sur le marché, qui peut faire peur, et ben voilà, maintenant c'est de la nouvelle valeur qui peut accompagner un marché et qui ne va pas casser un marché. Donc l'image Kodak doit parler pour beaucoup de personnes d'entre vous. Et ben, finalement, ceux qui ont inventé l'appareil numérique, aujourd'hui on voit que ça a apporté des nouvelles sur le marché. Et tout ça pour vous dire, bah, si vous avez cette force de créer quelque chose, de vivre une nouvelle aventure et d'accompagner des projets qui peuvent alimenter votre savoir-faire, votre expérience, parce que moi j'en sortirai enrichi, que ça réussisse ou pas, j'en serai enrichi, bah, vivez-le, tentez, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Merci.